Chers téléspectateurs de la PIND TV et de la 2N TV Londres, bonjour. Bienvenue sur notre nouvelle émission, le micro tendu, avec notre invité, M. Djibril Diabaté, résident en Amérique. C'est un ingénieur en électricité et en robotique industrielle. M. Diabaté, bonjour et bienvenue. Bonjour mademoiselle Dia, je vous dis merci. Et encore, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous. En fait, notre émission porte sur 3 volets, à savoir l'éducation, le développement et l'emploi des jeunes et des femmes. Pour commencer, M. Diabaté, comment vous voyez le système éducatif en Afrique? Avant de commencer, permettez-moi d'abord, je vais saluer des frères, des amis, des partenaires, des personnes à qui j'ai tissé des relations professionnelles. Et d'abord, je vais commencer par le docteur Saloum Cissé, et qui est un Sénégalais qui a étudié d'abord au Sénégal, qui a fait la médecine au Sénégal, qui a pratiqué la médecine au Sénégal et qui est venu aux États-Unis, aller encore à l'école et avoir son diplôme de médecine. Et il opère dans sa filière. Donc, il a une clinique dans le Mississippi. Et par le même souci d'aider l'Afrique, il a décidé de rentrer au Sénégal. Et il a monté une grande clinique à Dakar. Donc, aujourd'hui, c'est un médecin, vraiment. Et ça, pas que je fais des publicités, mais... Et je vous dis, alors vous pouvez le consulter vraiment, il a une bonne référence et que je dis merci à M. Saloum Cissé. Et aussi, je vais d'abord dire aussi merci à M. Wahab Baouchi, un éminent scientiste africain, un Africain américain qui est d'origine de l'Algérie. Et j'ai eu le privilège de travailler avec lui pendant 2 ans dans la recherche. Je n'étais pas le chercheur, mais j'étais celui qui était en charge de concevoir un système qui allait lui permettre de faire sa recherche. Donc j'ai travaillé pour lui et sous sa direction et qui a eu beaucoup de brevets d'invention dans la recherche et dans la médecine. Et qui a fait des recherches sur les silicon wafer et des circuits intégrés qui est aujourd'hui intégré dans beaucoup de cœurs aujourd'hui. Donc, c'est un Africain et je suis très fier de lui et je travaille avec lui. C'est un éminent scientiste qui vit à Colorado aux États-Unis. Et je vais aussi faire un clin d'œil à monsieur Oumar Chakawi, et qui était le chef du département de télécom de UQAM Université à Montréal et qui a fait beaucoup de recherches pour Cisco. Mais quand on parle de télécommunications, on parle de Cisco. Et Cisco et UQAM a fait beaucoup de recherches dans les routers, les switches, dans beaucoup d'instruments de Cisco. Donc, il était à la tête et Cisco finançait son département pour mener ses recherches. Et il a fait beaucoup d'innovations dans le hardware de Cisco. Et je lui dis, monsieur Oumar, je vous dis bonjour. Et que vous êtes, je vous dis bonjour. Et aussi, je dis merci à un ami et un frère, monsieur Maxime Soumé, qui était ministre de l'Éducation technique du Burkina. Et je lui dis merci parce que depuis j'ai fait sa connaissance jusqu'à aujourd'hui, alors il ne passe pas de semaine où nous ne communiquons pas. Donc, monsieur le professeur, je vous dis bonjour. Donc, madame Dia, vraiment, je ne pouvais pas me mettre devant votre caméra sans remercier ces 3 personnes. Donc, pour revenir à votre question de l'éducation en Afrique, bon, je dis que on a hérité du système colonial où il fallait remplacer les administrateurs. Donc ça a été déjà le premier objectif de nos anciens présidents, le président Senghor, le président Faure-Bagny, pas mal.
Bon, mais notre éducation n'a pas suivi le développement scientifique. Et malgré que nous avons beaucoup d'Africains intelligents, hein, mais on n'a pas suivi vraiment à la lettre et on n'a pas su quitter les affaires de l'administration pour s'orienter réellement dans le domaine scientifique. Donc ça a été un impact négatif en Afrique. Donc, et on a étudié dans le système francophone. Il faut qu'on soit clair. Et le système francophone, c'est un très bon système. C'est un très bon système parce que même ici aux États-Unis, quand nos enfants viennent à l'école ici aux États-Unis, qui ont étudié déjà en Afrique, quand ils arrivent ici, ils sont toujours majeurs de leur classe. Ça veut dire que nos systèmes, malgré tout, on peut tout dire, mais en tout cas, on a un très bon système. Mais c'est l'orientation qu'on a donnée à notre école qui a fait qu'on a créé beaucoup de chômeurs et des ouvriers qualifiés. Donc ça a eu presque beaucoup de pays africains. Je ne vais pas généraliser, mais je vais parler de l'Afrique francophone. Vous allez, à l'époque, vous allez au Sénégal, c'était la philosophie. Hein, parce que Senghor était là, qui était beaucoup philosophe, donc tout le monde parlait de la philosophie, la lecture, la littérature. Donc ça, c'était vraiment en vogue. Mais on n'a pas suivi l'éducation technique. Voilà, je ne vais pas parler de l'éducation en général, mais je vais parler de l'éducation technique que je connais. Et parce que moi-même, j'étais pendant 2 ans directeur d'éducation du Global Tech. Et Global Tech à Illinois et à Mississippi. Donc, j'ai été chargé de développer un curriculum pour la formation. Et donc, je l'ai fait et j'ai même écrit un livre par rapport à ça et pour aider ces jeunes qui venaient à l'école, alors qui cherchaient à s'orienter. Donc, il fallait leur donner des conseils et puis non seulement ça, les orienter sur la bonne filière. Donc, et cela a marché. C'était dans le domaine du HVAC et puis du DDC, Direct Digital Control. Donc, qui est un système pour gérer l'énergie. Donc, j'ai aidé et puis tous mes étudiants qui ont eu leur diplôme ont eu, avant même leur graduation, ils ont eu tous du travail. Donc, ça, c'est dans le contexte américain. Maintenant, l'Amérique même d'abord, je suis content, enfin, je dis, j'ai eu la chance seulement d'être ici aux États-Unis. Voilà. Et je suis allé à l'école avec beaucoup d'amis. Et en classe, mais nous, on était presque les derniers de la classe. Ils étaient en avance. Mais nous avons eu la chance d'être ici. Et ils n'ont pas eu la chance, ils n'ont pas eu ce privilège d'être ici. Donc voilà un peu où nous, on a pu comprendre les choses, savoir que l'éducation technique demandait beaucoup d'efforts. Mais malheureusement, dans nos pays, alors ce n'est pas le cas. Moi, j'ai fait l'expérience avec des professeurs en Côte d'Ivoire, 2, 3 professeurs en Côte d'Ivoire, et qui est dans la même filière que moi. Mais j'ai compris que voilà des gens qui sont beaucoup diplômés, mais malheureusement qui n'ont pas une expérience pratique de ce qu'ils enseignent. Alors que l'enseignement, c'est une conduite, quand vous comprenez, vous pouvez enseigner. Mais ici aux États-Unis, lorsque un professeur enseigne à l'école dans le domaine technique, alors généralement, c'est des professeurs qui travaillent d'abord dans l'industrie, donc ils viennent donner des cours. Donc voilà un peu donc, pour dire que nos systèmes d'éducation a flashé. Donc on a souvent même, on a des gens qui ont tendance à accuser les Français. Les Français n'ont rien fait parce que la France, c'est un pays développé et les Français sont beaucoup intelligents. On peut tout dire d'eux, mais ils sont intelligents. La France, c'est quand même une puissance industrielle. Et la France a beaucoup de scientifiques, des éminents scientifiques, ils en ont beaucoup. Donc, c'est nos maîtres. Alors, quand on veut apprendre, il faut apprendre. Tu regardes le maître et tu apprends. Mais nous, on a plutôt privilégié la bureaucratie. Et
comme j'aime discuter avec les vieux du village. Et, voilà comment les vieux disaient chez nous. Un jour, on a demandé à la pédrie, mais qu'est-ce qui fait-il que toi, on ne te retrouve pas dans les sauces des êtres humains? La réponse de la pédrie a été simple. Que moi, je remarque que je deviens malin parce que je remarque. Quand je vais au bord des villes ou des villages, je vais trouver chaque fois, je vais trouver des êtres humains en train de déprimer les pôles. Donc, à partir de là, je suis devenu rusé, donc je fais attention, je ne m'approche pas des êtres humains. Donc, pour dire que nous, l'éducation, c'est l'observation. L'éducation, c'est la persévérance. L'éducation, apprendre, la curiosité. Et moi, je vais à l'école toujours. Quand je dis je vais à l'école, je ne dors pas. J'étudie tout le temps. J'ai une bibliothèque ici. Chaque fois que le développement scientifique tourne ou quelque chose, un nouveau protocole est là, j'apprends comme tout le monde. Et quand je ne connais pas, je vais vers ceux qui comprennent et qui peuvent m'enseigner. Et je ne suis pas fatigué. Donc, j'entasse des certificats. J'ai plus de 200 certificats. Donc, voilà un peu. Donc, pour dire que et nous devons revoir nos systèmes de formation. Parce que, pour moi, je trouve que ce n'est pas les gros diplômes. Les gros diplômes, les diplômes, c'est pour certifier seulement que vous êtes allé à l'école. Mais le vrai diplôme, c'est dans le travail. Et c'est le choix du métier. Et nos gouvernants devaient souvent orienter, c'est-à-dire être très stricts vis-à-vis de nos écoles de formation. L'Allemagne, qui est presque la première puissance économique de l'Europe, l'Allemagne a fait, le développement allemand s'est basé sur les ouvriers qualifiés. Et c'est l'un des pays qui a gardé son industrie mécanique. Les grosses mécaniques allemandes sont restées intactes. Ils sont premiers dans les CNC, dans les computers numériques contrôle. Il se trouve que même les pays asiatiques ont copié cela des Allemands. Même l'Amérique même a copié beaucoup de ça de l'Allemagne. Donc ils sont bien formés, même si un Allemand n'est pas allé très loin à l'école, mais et qu'il a appris un métier, il est très bien formé et il travaille, il peut s'asseoir avec n'importe quel ingénieur, discuter pour trouver une solution à un problème. Donc voilà un peu. Donc pour dire que c'est notre choix, notre manière de voir la chose qui nous est conduit dans ce sous-développement chronique où on ne s'en sort même pas et on ne comprend pas. Donc j'ai écrit un livre et qui s'appelle, le titre du livre c'est Afrique et développement, où sont passés nos intellectuels. Et ce livre, c'est ce que j'ai dit, je demande à nos intellectuels, mais vous là, c'est comment? Pourquoi vous ne pouvez pas au moins donner et aider ces gouvernements? Il faut aller vers eux, il faut les forcer à vous écouter, de les aider. Parce que c'est des êtres humains comme tout le monde. Ils sont des êtres humains, donc ils font des erreurs. Mais si vous êtes là, les conseiller, les forcer à aller sur la bonne direction, je pense qu'ils vont comprendre. Mais cela n'a pas toujours suivi. Et généralement, bon, on est tombé dans ce qui se passe aujourd'hui, où nos pays ne sont pas développés, nous sommes des pays sous-développés, on a trop de choses qui nous manquent, et pourtant, on a une grande richesse. Donc, comme j'ai dit, je répète toujours, l'éternelle Afrique, pauvre de sa richesse. Donc, voilà un peu, madame et mademoiselle Dia, si cela, pour l'introduction, ce que je pourrais dire. Merci. Merci, M. Diabaté, pour la réponse pertinente et claire. Quelle méthode doit-on adopter pour la rendre meilleure? Voilà, merci. Et d'abord, quelle méthode? Écoute, moi je pense que la formation pour moi est primordiale en Afrique. Et j'étais à Tokyo, je pense c'était en 1997. J'étais à Tokyo. J'étais assis en face du ministre
japonais chargé, du secrétaire japonais chargé de l'Afrique, Odano Nabuteka. J'étais en face de lui et c'était à l'hôtel New Otani à Tokyo. Et il a dit ceci, il dit que en 1950, le Japon n'était rien, le Japon n'avait même pas d'argent. Beaucoup en étaient auprès de la Banque mondiale. Mais il dit que les Japonais, ils ont formé des ouvriers qualifiés. Des ouvriers qualifiés. Et ces ouvriers, c'est eux qui ont fait le Japon. Et il a dit ceci, je vais en Afrique, je vais parler aux Africains. De nous, notre expérience, je vais parler aux Africains. Ils vont comprendre que la formation, c'est la clé du développement. Parce que nous avons compris que on ne peut pas se développer si nous ne sommes pas industrialisés. On ne peut pas être industrialisé si nous n'avons pas formé ceux qui doivent être des artisans de l'industrialisation. On ne peut pas faire, comment on appelle ça, une révolution industrielle à l'américaine, une révolution industrielle à l'anglaise, mais nous allons faire une révolution industrielle à la japonaise. Donc, en 1929, la Toyota, c'est juste une copie de la Ford américaine. La technologie, c'est la Ford qu'on a. C'est une Ford achetée, regardée, et puis est sortie la Toyota dedans. Donc, il faut dire que nous, Africains, on devait faire la même chose. Parce que nous avons on a été colonisé par un pays développé. Je comprends les aspects politiques, pour ça, nous, on ne rentre pas dedans parce qu'on ne connaît pas. Mais les Français, ce n'est pas des cons, il faut le reconnaître. Les Français, c'est des gens qui sont intelligents. Et la France, quand on parle de la science, ils sont là. Ça, il faut le reconnaître. C'est un pays développé, ultra développé, ça, il faut le reconnaître. Donc, mais nous avons fait le choix d'être administrateurs. Donc, vous allez voir que quand l'arrivée des computers, vous avez vu qu'on a formé, on a beaucoup d'étudiants qui sont lancés dans l'informatique. Et beaucoup, maintenant. Et au départ, même ceux qui réparaient les ordinateurs, c'était des gens qui faisaient beaucoup d'argent. Après, ils font plus d'argent. De deux, ceux qui sont orientés dans le networking, ils ont fait le network, ils étaient tellement formés qu'au finish, ça ne paye plus. Donc du coup, les informaticiens, on commence déjà à avoir des soucis. L'Inde est là, qui, nous, Africains, il faut le reconnaître, on va être informaticien n'importe comment, on ne peut pas battre l'Inde. Parce que l'Inde, ils ont commencé avant nous, et ils sont nombreux, et ils sont dedans matin, midi, soir. Donc, c'est ce qui explique que vous venez ici, chez Microsoft, 90% de ceux qui travaillent là-bas, c'est des hindous. Et puis de deux, les gens ont été tellement formés dans le domaine d'éthique qu'il s'est trouvé que il y a trop de chômage aujourd'hui. Parce que tu peux avoir un ordinateur programmé, bon, mais il y a tellement de logiciels qui sont là où finalement les informaticiens n'ont plus de travail. Ici c'est Washington State. Et moi, je suis à Seattle. Seattle, vous avez Microsoft ici. Et prends un taxi en ville à Seattle ici. Prends un taxi juste en ville et cherche à discuter avec, prends un Uber, commence à discuter avec le chauffeur. Tu as 80% des chances qu'il te dise qu'il est informaticien. Et il te dira que j'ai un master en informatique, mais il n'y a plus de travail. Hier, ils étaient payés beaucoup d'argent. Et ça ne marche plus. L'Inde même, aujourd'hui, est en train de reprendre la même route qu'ils avaient commencé il y a longtemps. Nous avons l'informatique, mais on considère maintenant que c'est un outil de travail. Donc tout le monde ne peut pas être informaticien. Donc il faut continuer dans notre développement industriel. Mais pour ça, ils ont aussi formé beaucoup d'élites. Les hindous, ils ont beaucoup d'ingénieurs, ils ont beaucoup d'ingénieurs qualifiés dans beaucoup de domaines, la robotique, l'automatisme, le contrôle, la science, beaucoup de choses. Donc, on dit que nous, notre méthode devait être une méthode très simple.
Nous sommes un continent vierge. On est vierge, on a les ressources que les autres en veulent. Ils veulent nos ressources. Mais nos écoles n'ont qu'à s'adapter. On n'a qu'à demander à nos ingénieurs déjà qui sont sur le marché du travail, qui travaillent, disons, et qui ont une expérience, d'aller enseigner, d'aller aider ces enseignants, beaucoup diplômés, mais qui ne connaissaient rien. Enfin, je m'excuse, il ne faut pas que les enseignants vont prendre ça mal, mais quand je dis connaissaient, c'est un lapsus, je m'excuse, mais je vais dire seulement, allez vous aider, même si ce n'est que faire des travaux pratiques. Parce que si ces diplômes-là, ça, il n'y a même pas de commentaire, vous êtes diplômé. Vous avez fait des grandes écoles, ça, il n'y a même pas de problème. Mais, moi, je suis aux États-Unis, ici. Allez-y chercher le travail. On vous appelle à l'interview, vous venez avec le taux de diplôme pour dire ah, je suis diplômé de ceci, diplômé de cela, diplômé de l'école, diplômé de telle école. L'Américain va te dire dépose ça à côté. Ils vont te poser une question. Qu'est-ce que tu peux faire? C'est ça qui nous intéresse. Parce qu'après, l'école est finie. Maintenant, c'est la réalité maintenant. Qu'est-ce que toi, tu peux faire? Donc, moi, je travaille. Moi, je suis bien payé comme celui qui est mon patron. Et ça arrive ici, où des techniciens sont même bien payés que des ingénieurs. Ça arrive, ça dépend de ce qu'ils peuvent faire. C'est ça. Mais alors que, quand on est en Afrique, bon, on a copié un peu le système français. Et quel diplôme? C'est diplôme seulement. Vous avez quel diplôme? Vous êtes allé à quelle école? Tout ça. Alors, c'est pas ça, on regarde. C'est cela. Plus de 60% des inventeurs, c'est des gens qui ne sont pas diplômés. Voilà. Donc, pour dire que notre méthode, il faut revoir l'enseignement technique. Si on veut vraiment se développer, l'enseignement technique. Et je préfère avoir 1000 techniciens bien formés et peut-être 100 ingénieurs. Ça suffit que d'avoir 100 ingénieurs et 2 techniciens. Ça ne résout pas notre problème. Donc, il faut que nos écoles respectent ça. Et puis, non seulement, il faut que le gouvernement force ces écoles techniques à se doter d'outils d'apprentissage. C'est important. Je vais vous donner un autre exemple. La soudure, c'est beaucoup d'argent. Ça gagne beaucoup d'argent. Allez-y, moi j'ai fait l'Arabie Saoudite, les pays du Golfe, j'ai fait ça pendant longtemps. Les soudeurs sont les bien payés. Et la soudure ne demande pas autre chose. Ça ne demande même pas de calcul, parce qu'il n'y a pas de calcul dedans. C'est prendre l'arc et puis souder. Et il suffit seulement d'apprendre. Mais il n'y a pas d'école spécialisée dans la soudure, même en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Parce que l'électricité coûte beaucoup. Et puis le gaz. C'est faux que les étudiants apprennent matin, midi, soir. Moi, quand j'enseignais à Delta, j'ai enseigné à Delta, à Mississippi, ils ont un atelier de soudure pour les jeunes qui doivent souder. Mais chaque jour, on dépensait près de $1000 de gaz et des arcs, tout ça, etc. $1000, ça fait 500 000 francs. Moi, je ne vois pas d'école en Côte d'Ivoire ou au Sénégal qui va chaque jour dépenser 500 000 ou presque 1 million par jour. Donc, voilà un peu, donc ça fait que les jeunes vont apprendre à souder, mais sur le tas. Donc, en allant apprendre sur le tas, il y a des techniques qu'ils ne comprennent pas. Donc, quand ils viennent travailler, quand ils vont à l'extérieur, ils vont travailler pour des industries, ils ne connaissent pas les protocoles. Donc, finalement, ils deviennent des ouvriers qualifiés ou ouvriers qualifiés, inqualifiés. C'est ça. Parce que ils peuvent souder, mais ils ne soudent pas avec précision. Alors que ça, on peut apprendre nos enfants à faire ça. Et ils n'ont pas besoin, d'avoir un gros diplôme, mais ils seront tout à l'heure opérationnels et faire tout ce que nous avons besoin. Donc, voilà un peu. Donc, pour dire que c'est l'éducation technique, c'est important et c'est important. C'est important, il faut enseigner l'éducation technique. Il faut que l'État force ces écoles techniques à s'outiller pour enseigner les enfants. Donc voilà un peu et ce que je peux dire. Donc pour dire que l'école aussi, rapidement, l'école aussi,
il y a des modules qui doivent être intégrés dans nos systèmes d'éducation. Je vais vous donner aussi un autre exemple palpable. J'étais en Malaisie. Et d'ailleurs même j'étais avec ma propre fille que j'ai fait venir d'Abidjan. On était en Malaisie ensemble, ma première fille. Et j'avais tissé une relation avec une dame chez Seagate, puisque je travaillais pour Seagate. Donc voilà, et qui venait, on partait manger ensemble, on discutait. Un jour comme ça, je demande à la jeune dame, je dis, mais vous êtes payé combien? J'ai dit, si elle m'a dit que on me paye 350 ringgit. 350 ringgit, à l'époque, ça faisait 100 ringgit pour 50 000 francs CFA. Donc, ça faisait 175 000 francs qu'elle était payée. Et je vous parle de 1996, 1996. Mais, entre nous, en 1996, quel cadre, par exemple, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, réellement, cadre qui vient de l'école, qui faisait 175 000 francs? Il n'y a pas assez. Mais elle a un niveau même pas CM2. Parce que elle a appris leur école à des modules du vide. Les modules du vide, ça semble un peu compliqué, les gens ne vont pas trop comprendre. Les chambres blanches. Voilà, c'est là-bas on traite tous les équipements électroniques. Que ce soit les circuits intégrés, que ce soit les microchips, tout est fait dans ces environnements. Mais elles ont appris à l'école. Hein, c'est une formation de 4 mois, 6 mois et puis d'accès. Donc, quand ces pays comme l'Amérique vont vers ces pays asiatiques, alors, on a l'impression que c'est le salaire qui est moins cher. Cela n'est pas vérifié parce que moi, j'ai travaillé dans beaucoup de pays, que ce soit à Singapour, que ce soit en Chine, à Hong Kong, en Corée, au Japon, en Taïwan, en Indonésie, à Bangkok. Moi, j'ai travaillé dans tout ça, pas en visite, mais travaillé, puisque moi, je travaillais pour CSC, Commonwealth Scientific Corporation. C'est nous qui avons notre compagnie qui a développé le système de Ion Beam qui permet de faire des dépôts sur, attends, je vais même ici, voilà, ça sur des silicon wafers. C'est ici, quand vous entendez en Californie, la Silicon Valley. La Silicon Valley, c'est cette silicone-là, c'est la vallée de ces silicones qui sont là. Donc, ça, par exemple, ça c'est un disque dur. Ça, c'est un disque dur. Et ça c'est fait, cette plaquette est la tête de lecture électronique des disques durs, de lire les données. Donc, ici, il y a 8000 têtes de lecture qui vont sortir dans 6 mètres de wafer. Donc, les 8000 têtes de lecture, c'est tellement fin, puisque c'est trop petit pour 8000 têtes. Et donc, il faut le déposer à la bonne surface. Donc, quand on demande aux robots de récupérer, les robots, souvent, ils vont faire tomber, ou souvent, c'est tellement petit que ça devient compliqué. Donc, l'industrie du semi-conducteur a besoin de main-d'œuvre, de beaucoup de main-d'œuvre. Je vous parle de main-d'œuvre, au moins souvent, c'est 5000 personnes qui vont travailler en même temps pour faire ce travail. Donc, il y a plein de choses comme ça, même les SDRAM, tout ça, c'est des procédés pour faire ces équipements. Donc, du coup, pour faire ces sensors. Donc, ça veut dire que ceux-là, elles ont appris, elles connaissent les lois, le protocole à l'intérieur, comment il faut se comporter, qu'est-ce qu'il faut éviter, parce qu'on ne parle pas dedans, il n'y a pas de salive. Il faut fermer, il faut être masqué. Et il y a trop de protocoles à l'intérieur. Mais c'est l'école. Mais l'école, là, c'est pas l'école c'est pas universitaire. C'est 4 mois, 6 mois d'accès. Voilà. Et tu es certifié. Donc, une fois certifié, tu es apte à aller travailler dedans. Donc, voilà un peu. Donc, la Malaisie fait venir des Indonésiens. Et c'est pas 1000 personnes ni 2000, souvent 4000 personnes qui travaillent là-bas, logées, transportées au travail, soignées, et ils ont 175 000 francs CFA par mois. Voilà un peu
Ça part de la formation. Ce n'est pas magie, ce n'est pas diable. Parce que je connais les Africains, les Sénégalais, les Ivoiriens, les Burkinabés. J'en connais plein. Ils sont intelligents, super intelligents. Au lieu d'aller vendre des cartes téléphoniques, il y a des choses qu'on peut faire pour amener ceux-là à travailler et à avoir du travail. Donc voilà un peu. Donc, moi je pense que la formation, c'est la clé. Et la clé, il y a d'autres choses dedans que on aura l'occasion d'en parler. Donc voilà un peu. Et j'espère que cela répond à la deuxième question. Et comme c'est une série d'interviews, de plusieurs interviews, je crois 3. Et donc, au fur et à mesure, nous allons développer. Merci. Merci. On voit aujourd'hui que la plupart des chômeurs sont des diplômés. Selon vous, où se trouve le problème majeur? Voilà, merci. Et vous parlez du chômage. Et c'est une bonne question. On parle du chômage. Pourquoi je parle de la formation? Mais la formation, il faut faire c'est une loi de relativité. A en relation avec le B, B en relation avec le C, ça veut dire que le C est en relation avec le A. C'est simple. Il faut former, ça c'est important. Tout commence par la formation. Voilà. Maintenant, parlons du chômage. Et vous avez vu qu'il y a beaucoup, quand je parle par exemple de l'industrie du semi-conducteur, ils ne vont pas vers nous. Sinon, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, ils ne vont pas vers nous. Mais ce n'est pas seulement la formation, il y a autre chose qui est dedans. Et je n'ai tout récemment parlé de ça, de l'électricité. Parce que, je vais encore un autre exemple. Pour les compagnies de télécom, c'est-à-dire les capteurs de fibres optiques qu'on prend pour amplifier les lignes optiques, vous avez des capteurs. Ces capteurs sont traités dans la même chambre. Et il se trouve que vous avez des silicon wafers qui ont seulement que 8 barres à l'intérieur il faut coder et puis la never pour faire les capteurs. Et il arrive que l'épaisseur de la déposite qu'on doit déposer dessus, ça dépend du matériel qui doit être déposé dessus en utilisant le ion beam, le plasma pour déposer. Donc ça dépend. Et c'est les scientifiques qui peuvent vraiment en parler. Moi, en tant que j'ai travaillé comme ingénieur, donc nous, on ne fait que la conception et puis se baser sur ce qu'eux ils vont mettre sur le papier. Donc, on ne connaît pas tous les détails, mais on connaît quand même le procédé où ça marche parce qu'il faut faire des équipements qui peuvent répondre à ça. Et en déposant par exemple l'aluminium nitro dessus, qu'il faut bombarder le ion, c'est trop technique, et puis le plasma pour faire ces déposits. L'épaisseur de la couche qu'on va mettre, vous prenez un papier rame, divisez l'épaisseur du papier rame peut-être par 100. Ça, c'est je dis 100, pas 1000, parce que c'est du 57 angstrom. Vous savez, c'est tellement fin que l'œil, on ne peut pas voir. Donc, il faut même des lasers, des lasers pour lire. L'handicap, supposons qu'ils sont en Côte d'Ivoire ou bien au Sénégal. Par exemple, s'ils étaient en Côte d'Ivoire aujourd'hui, où nous avons un problème d'électricité, mais ça allait être la catastrophe. Parce que ce capteur-là, c'est environ de 5 000 à 7 000 dollars. Voilà. C'est presque 7 000 dollars. Je pense, mais c'est plus que ça. Donc, lorsqu'on fait le procès ne dure que 7 minutes. Et la première couche, c'est de 7 minutes. La deuxième couche, je crois, 21 minutes. Donc, le tout, c'est environ presque 40 minutes pour finir. Mais si, au moins de 40 minutes, l'électricité coupe, alors il faut récupérer ce sensor et jeter à la poubelle. Ça veut dire, vous prenez ça là, à la main. Ça veut dire c'est presque 5 millions ou 10 millions que vous prenez. Vous n'avez pas autre choix que de mettre dans la poubelle. Donc, tu ne peux pas dire à ces industries d'aller s'installer chez nous. Parce que
et moi-même, j'ai travaillé, quand je travaillais pour CSI, nos supérieurs étaient involvés à aider des compagnies à déménager dans ces pays. Donc, il s'est trouvé qu'il y avait 3 grandes compagnies qui voudraient aller à sur euh, la zone industrielle au Chiang Mai City, en comment on appelle ça, et au Vietnam. Donc, quand nous, on devait faire, nos structures ingénieurs étaient allés là-bas pour construire déjà des chambres qu'on devait aller maintenant expertiser et monter des trucs. Donc, moi, dans l'avion, avec mon patron, je lui dis, mais au lieu d'aider ces compagnies à aller vers le Vietnam, mais pourquoi moi, mon pays, par exemple, on a beaucoup de jeunes là-bas talentueux qui n'ont pas de travail, mais est-ce que vous pouvez nous aider pour que ça va en Côte d'Ivoire? Parce que moi, je suis un père de famille, hein, je suis un père de famille, malheureusement, avec la mort qui a fait que je me suis retrouvé aujourd'hui avec beaucoup d'enfants. Je dis pas enfants de quelqu'un d'autre, hein, c'est-à-dire de mes frères et de mes frères seulement. Et tout récemment, on comptait nos petits-enfants, moi et ma soeur qui restons, on a compté, mais on n'a même pas fini. J'ai dit non, on va continuer après. Mais on s'est arrêté à 175 enfants qui sont là, des jeunes qui peuvent aller travailler dans ces industries. Donc, moi, mon souci, c'est le souci de tous les parents. Donc, quand on parle de formation, de chômage, je suis concerné directement. Voilà, je suis concerné directement. Donc, quand je vois ça, je me révolte moi-même. Donc, supposons que cette industrie, après les choses que j'ai dit ça à mon patron, il m'a dit, ah bon, on n'a jamais pensé à l'Afrique, mais je vais essayer de voir un peu avec un collaborateur, de voir un peu, de prendre des informations sur les pays de l'Afrique de l'Ouest. Parce que quand moi je lui ai dit, nous, on a beaucoup d'électricité. C'est ce que je lui ai dit d'ailleurs. Mais après 3 semaines, on a fait le voyage et puis après 3 semaines, il m'a dit non, n'êtes quand même pas, vous n'êtes pas prêt. Parce que d'abord, votre école, il n'y a aucune école là-bas qui ils ne comprennent même pas. Ils ne sont pas dedans. Ça, c'est un Américain qui me dit, hein, il dit qu'ils ne comprennent rien, ils ne sont pas, l'école n'est même pas adaptée à ça. Ça, c'est un. Et puis de 2, vous n'avez pas d'électricité. Donc si on envoie ces compagnies-là, mais au lieu que les compagnies, vous allez les tuer, puisque qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que vous allez gâter tout. Donc, voilà un peu comment on peut résoudre le chômage en formant. Mais en même temps, on parle d'électricité. Il nous faut l'électricité. Moi, je suis un révolutionnaire dans ça. C'est-à-dire, je veux le développement. Le développement industriel, c'est ce que je connais. Je veux qu'on se développe. Parce que si on se développe là, hein, tous les maux de tête, nos enfants vont quitter en Afrique pour aller dans l'eau, tout ça, ça va finir. Mais il faut les former. Maintenant, rapidement, vous avez parlé des femmes, l'employabilité des femmes. Vous, mademoiselle Dia, vous voyez que l'industrie électronique compose plus avec les femmes que les hommes. Parce que les femmes, elles sont comme ça, elles travaillent, elles sont focus, c'est-à-dire tout ce qu'elles vont faire, elles vont le faire et très bien. C'est pour ça que vous allez en Chine, vous allez n'importe où en Asie, c'est pas parce qu'il y a plus de femmes que de garçons, mais c'est parce que c'est le sérieux des femmes qui fait. Donc nous, on a beaucoup de ça qui peut travailler chez nous. Et elles n'ont pas besoin d'être des docteurs. On n'a pas besoin d'être docteur pour réussir sa vie. Voilà. Mais l'école doit répondre. Si l'école ne répond pas, si c'est qu'il y a des curriculums, si on n'introduit pas ça dans nos écoles, jamais de la vie nos pays vont arriver au développement réel. Maintenant, quand tu vas parler, bon, je sais que chacun peut définir comme il veut, hein, mais moi, j'ai une petite expérience. Ma petite expérience, et je continue à avoir l'expérience parce que je travaille dedans. Bientôt, nous allons aller à la retraite. Voilà, je vous dis, j'ai beaucoup de petits-enfants. Il est temps pour moi aussi d'aller m'asseoir avec mes petits-enfants. Et j'ai écrit plusieurs livres pour que mais je veux que mes petits-enfants soient formés. J'ai besoin que mes enfants soient formés. C'est important pour moi. Donc voilà ça. Donc, pour dire que les femmes,
c'est le centre de la Terre. Donc, vous êtes vraiment dans notre vie. Donc, on doit tout faire pour pour vous aider. Hein. Surtout pour aider une femme, même une vieille femme, quand une maman, dès que vous aidez son enfant, si votre enfant a du travail dans n'importe quel pays, n'importe qui est président, vous êtes content du président parce que mon enfant a un travail. Donc voilà un peu. Donc c'est une affaire de tout le monde. Sortons souvent de la politique. Essayez de conseiller maintenant nos gouvernants. Pardonnez, aidez-nous. Allons-y au développement. Hein? Ne soyons pas toujours naïfs dans le développement. C'est simple le développement. Même si on pense, le développement est simple. C'est la voie que vous empruntez et comment vous empruntez qui fera que vous arrivez au développement. Oui, et la France, on dit que la France a été le premier pays à inventer l'avion. On te dit que l'Amérique te dit que ça, c'est pas vrai, c'est nous. Mais entre nous, mademoiselle Dia, lorsque vous regardez l'avion des Français, l'avion des Américains, les deux avions se ressemblent. Alors, quelqu'un a copié, je ne sais pas qui a copié. Alors, ou c'est la France qui a copié les Américains, ou c'est les Américains qui ont copié la France. Donc, pour dire que si eux se sont copiés entre eux, mais pourquoi nous, Africains, on ne peut pas copier leur méthode de faire? C'est tout, c'est simple. Voilà. Nous, on travaille dans les industries. Hein? Moi, je travaille dans les industries, rarement que j'ai travaillé où il y a des noirs dedans. Donc, mais c'est pourtant, on a plein de noirs ici qui sont dans aussi beaucoup d'industries où souvent ils sont les seuls là-bas. Parce que on peut, sinon on peut là, sinon on peut même être le manœuvre pour le faire là. Mais ce n'est pas nos enfants, ce n'est pas des frères intelligents qui sont un peu partout et qui ont la connaissance approfondie. Sortez des bureaux. On n'a qu'à sortir des bureaux. Être sur le chantier. Allez-y au bureau faire la conception, mais allez-y au chantier. Pas cravate là, ça ne paye pas. Ça n'a pas payé le développement. Voilà. Donc, les ouvriers qualifiés là, ils n'ont pas besoin de porter cravate. Moi-même, rarement que je me mets, j'ai mis costume pour la cause, sinon non, rarement. Je suis tout le temps en jean parce que j'ai toujours un casque. J'ai toujours mon blouse de travail. Et après le bureau, une semaine dans le bureau ou un mois dans le bureau en train de travailler, dès que je fais, on va imprimer tous les schémas et puis on va envoyer ça à ceux qui vont monter. Quand ils finissent de monter, nous, on va maintenant sur place avant de tourner l'électricité en marche. Donc, pour dire qu'on apprend, on observe les autres et puis on arrive. Voilà un peu, merci. Merci, M. Diabaté, pour votre réponse claire, pertinente et surtout compréhensive. Concernant l'emploi des jeunes, comment faire pour créer un projet rentable? Bon, merci. Et vous parlez du sous-développement. Et tout ce qu'on est en train de dire dès le départ, c'est parce que nous sommes des pays sous-développés. Voilà. Nous sommes des pays sous-développés et le sous-développement, c'est quand on n'est pas industrialisé qu'on est sous-développé. Et comme je dis, il y a une voie du développement qui a été tracée par l'Angleterre. Tous ceux qui ont expérimenté ça sont arrivés. Seuls nous, Africains, on n'a pas expérimenté ça, on n'est jamais arrivé. Et aussi, nous aimons tout ce qui est nouveau. L'Africain aime tout ce qui est nouveau. Je vais vous donner un autre exemple des nouvelles technologies. L'arrivée des nouvelles technologies, et je l'ai dit aussi tout récemment, on a vu beaucoup de ministères des nouvelles technologies. Les nouvelles technologies n'ont développé aucun pays. Et les pays de l'Asie, eux, ils ont fait les TIC industriels et nous, on a fait les TIC virtuels. Nous sommes dans le virtuel. Eux, ils sont dans la réalité. Parce que l'arrivée des nouvelles technologies a trouvé déjà que des compagnies comme Samsung, Sony et Yamaha, presque toutes les compagnies japonaises, et les grandes compagnies japonaises, ils avaient déjà une industrie électronique qui était là, qui faisait les télés, les magnétoscopes, les Walkman. Ça, c'était leur travail. Et les montres électroniques. Donc, alors l'électronique, c'est l'électronique.
Ils avaient déjà ça en place. Mais quand les TIC sont venus, les gars se sont dit, mais merde, on dirait que c'est Dieu qui est en train de nous aider là. Parce que nous sommes déjà en avance sur l'électronique, presque sur tout le monde. Alors, nous allons faire la reconversion. On va se reconvertir, adapter nos usines, tous nos usines aux TIC industriels. Ils ont commencé à faire les modems, commencé à faire les smartphones, ils ont fait un peu de tout. Donc aujourd'hui, Samsung tire son épingle du jeu en matière de smartphones. Et moi, il y a ça, jusqu'à aujourd'hui, ça me vient. Il y a plus de, je sais pas, depuis plus de 17 ans, un peu plus de 17 ans ou 17 ans, peut-être si j'ai bonne mémoire. Mais moi, j'étais au Japon. L'Internet n'était pas aussi rapide que ça. Mais à l'intérieur du Japon, on arrivait à s'appeler en vidéoconférence. Ça, je vous dis il y a longtemps, en vidéoconférence. Je pense même que je dois avoir le cellulaire encore quelque part là, parce que j'ai toujours gardé en mémoire. Donc voilà ça. Donc eux, ça a été très facile pour eux pour adapter leur industrie électronique à chose, comment on appelle ça, à l'industrie des nouvelles technologies. Mais nous, on allait dans le côté virtuel. C'est comme nous, on est rentré dans la brousse, eux, ils étaient sur l'autoroute. Parce que nous, pourquoi on a formé beaucoup d'informaticiens? À défaut de travailler comme administrateur dans le bureau, si je suis informaticien, je serais devant mon écran. Ça ressemble un peu. C'est comment on appelle ça? C'est l'administration d'une autre manière. Donc, on nous a poussé. C'est-à-dire, c'est nous-mêmes on s'est poussé dedans. Maintenant, moi j'étais... Ça fait rire quoi l'Afrique. Hein. Souvent, on est africain, on doit se... Vraiment, nos intellectuels, vous qui êtes dehors, hein, vraiment, aider nos pays. Ça, je vous demande. Aidez vos pays. Les enfants, nos jeunes frères, quand vous êtes à l'école, vous avez une expérience, vraiment, avancez-vous. Mais, on demande à l'État, il faut appeler ces mecs qui sont là partout. Parce que j'en connais plein d'Ivoiriens, des Sénégalais incroyables, qui ont une qualification super, ils travaillent dans des domaines, et ce n'est pas donné à tout. Ils sont même à la NASA, il y a tout ça. Donc, il faut les aider à l'entrée, à aller révolutionner un peu nos industries. Et l'Italie nous a démontré ça. L'Italie s'est développée par sa diaspora. L'Israël s'est développé par sa diaspora. Allons-y chez nous. Puisque si c'est les diplômes là, ça y est là. Si c'est les connaissances, on est nombreux ici. Hein? Nous-mêmes, on ne peut même pas s'approcher d'eux. Sans vous mentir. Nous, on est des petits. Mais on a des gens ici. Mais si je vous dis, mademoiselle, c'est que ceux-là, ils font. Mais vous n'allez pas croire. Donc, pour dire que on doit faire quelque chose. Parce qu'on ne peut pas rester dans le sous-développement. C'est compliqué que nous restions dans le sous-développement. Donc, pour dire qu'on ne sait pas négocier. Tout ce qu'on nous dit que c'est nouveau, on est dedans. Maintenant, on est dans les énergies renouvelables. Où ça va nous conduire. Moi, personnellement, je sais où ça va nous conduire. Ça, je sais que ça va nous conduire un retard du développement. C'est-à-dire, voilà le développement, on va aller comme ça. On ne va jamais atteindre le développement parce que ça, là, ça ne marche pas bien, ça, et on ne va jamais arriver. Alors que la solution est là, au lieu de prendre la voie et dire, on n'écoute personne, allons-y, on ne va pas le faire. Donc, voilà un peu, mademoiselle Dia, et ce que je peux dire. Donc, c'est nous-mêmes, on peut. C'est nos gouvernants, ils n'ont qu'à le faire. Pas nommer les gens parce qu'il faut les nommer. Il faut trouver des compétences à les superviser. Moi, je dis, j'ai eu un débat un jour, je disais que si moi, je devais décider, ça, les gens n'allaient pas aimer. Parce que moi, je vois la chose, droit. Parce que nous, on est là. Je suis là devant
un computer ici. Voilà, 1, 2, 3, 4 computers, 5, hein, qui est là. Si moi je peux faire une conception et puis je vais regarder ça dans l'usine, ça marche. Mais pourquoi je ne peux pas faire ça pour l'Afrique? Je peux le faire. Et j'ai eu une interview avec Afrique Éducation à Tokyo en 2000, non, je crois que c'était en 98 et où je disais que le rendez-vous manquait de l'an 2000. Et j'ai écrit, j'ai beaucoup écrit dans Jeune Afrique, j'ai les copies encore, Jeune Afrique, Afrique Éducation, j'ai écrit pas mal d'articles et pour dire comment nous allons manquer le rendez-vous. Donc voilà un peu pour dire qu'on peut aller. Maintenant, rapidement, pour clore ce chapitre, j'étais en Corée et je suis allé visiter l'ambassade de la Côte d'Ivoire. Je suis allé voir l'ambassade de la Côte d'Ivoire. Quand les diplomates, quand je suis rentré même, bon, ils ont dit, bon, la première question, au lieu de me dire bonjour, ils m'ont dit, ah, mais qu'est-ce que tu es venu faire? Je dis non, je suis venu en mission en Corée. Et donc, chez Samsung, ici à Pyeongtaek. Mais comme je suis ivoirien d'origine, donc c'est normal, n'importe où, je dis n'importe où je vais, dans n'importe quel pays, et qu'il y a l'ambassade de la Côte d'Ivoire, j'ai toujours l'habitude d'aller et voir, c'est la Côte d'Ivoire, ou même, ce n'est qu'aller là-bas, on me dira, ah, il y a de la tchéké ici, je vais manger la tchéké, parce qu'on est dehors. Et le diplomate me dit que non, on s'excuse, mais pourquoi on a dit cela, c'est parce que nous avons un immigré d'un autre pays de la sous-région qui est décédé ici. Mais malheureusement, il est venu avec un passeport ivoirien. Donc, le gouvernement japonais et des choses coréennes nous a demandé que c'est nous qui devons payer le transport du corps. Donc, ça nous a coûté énormément d'argent pour envoyer le corps de l'homme à Abidjan. Et il arrive à Abidjan, il n'a aucun parent là-bas, il ne vient pas de la Côte d'Ivoire parce qu'il a eu son passeport quelque part. Et puis, bon, peut-être c'était facile d'avoir un passeport ivoirien de venir et choses en Corée. Donc, on a discuté. Donc, il me dit, mais tu es là pourquoi? Je dis non, je suis venu pour les problèmes de l'an 2000, pour le bug de l'an 2000. Il m'a dit, mais pourquoi vous n'allez pas en Côte d'Ivoire? J'ai dit, mais je vais aller faire quoi en Côte d'Ivoire? Est-ce que Côte d'Ivoire me connaît? Il me dit non, parce que je pense que nous, on est en train d'investir beaucoup d'argent, payer beaucoup d'argent aujourd'hui pour qu'on aille résoudre nos problèmes. J'ai dit, mais vous avez quel problème en Côte d'Ivoire? Ça, c'est pour vous dire un peu comment nous, Africains, on reste en retard. J'ai dit, vous avez quel problème? J'ai dit, le bug de l'an 2000, là, ça répondait à quoi? Est-ce que vous connaissez exactement ce que c'est? Réellement, pour l'Amérique, ça répondait à deux choses. Aux armes nucléaires et puis à la social sécurité. Donc, ils ne veulent pas avoir de règles dedans pour qu'on soit dans une situation. Mais avant que l'Amérique même sorte ça, mais ils ont résolu leur problème en avant, c'est-à-dire 3 ans en arrière, avant de venir nous mettre dedans qu'il y a le bord. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont soulevées sur ça. Et nous-mêmes, moi-même, je travaille pour une compagnie, on a fait tellement d'argent, mais pour nous, on avait des systèmes, effectivement, qui avaient des problèmes, mais ce n'étaient pas des problèmes aussi qui allaient dire que le monde allait disparaître. Donc, pour dire que ça, vous allez trouver que beaucoup de pays africains ont été victimes de ça, parce qu'à l'époque encore, on n'était pas beaucoup informatisé. On a pris beaucoup d'argent là-bas. Vous allez trouver que cet argent-là, ce n'est pas des Africains, des entreprises africaines qui ont gardé cet argent, c'est parti ailleurs. On dit, oh, vous avez des problèmes, le ciel va tomber demain. Et puis finalement, on est resté dedans. Donc voilà un peu, madame, ce que je pourrais dire pour répondre à votre question. Merci. Merci. Et je vois que ça va aider beaucoup de jeunes à créer un emploi rentable parce que c'est ça le problème majeur en Afrique. On ne sait pas comment faire pour créer un emploi avec la réponse que vous avez donnée ou bien avec des idées que vous avez proposées. Cela va nous rendre plus facile à créer un projet rentable. Merci, M. Diabaté. Que pensez-vous des dirigeants africains vis-à-vis des jeunes et des femmes?
Et je vous dis merci encore. Bon, lorsque vous avez parlé vous parlez de l'Afrique, de nos dirigeants. Bon, ça c'est la politique. Mais ce que je retiens, je vous dis et je répète, j'ai toujours à l'idée, c'est que le ministre japonais des Affaires africaines nous a dit que le Japon s'est développé que par la formation. C'est lui qui nous a dit, j'étais en face de lui à l'hôtel New Otani, il nous a dit. Et ça me reste toujours, j'ai toujours ça en mémoire. Et puis, moi j'ai voyagé, je continue à voyager. Je vais dans beaucoup de pays, que par mon travail. Juste en petites choses, je vais travailler. Et ce que je vois là-bas, ce n'est que le développement industriel. Il n'y a pas autre chose que je vois. Ce n'est que le développement industriel. Donc, l'Angleterre a fait l'autoroute du développement. Mais pourquoi nous, on va aller chercher une nouvelle voie au développement? Il n'y a pas de nouvelle voie au développement. Allons-y. Les autres ont pris, ils ont réussi. Donc allons-y là-bas. Ne cherchons pas, n'allons pas à gauche ni à droite. Allons-y à ce développement et vous allez voir que nous allons arriver. Et pour le gouvernement, qu'ils demandent à nos écoles de former bien nos étudiants, nos enfants, de les former. Parce que c'est eux l'avenir. Ça, c'est un. De deux, nous saluons là. C'est par ceux-là. S'ils apprennent bien, ils ne vont pas aller en Europe. Ils ne vont pas mourir dans l'eau, ils ne vont pas aller en Europe. Et s'ils apprennent bien et qu'on a des ouvriers qualifiés, le reste devient une affaire de temps. Parce que ces pays développés, ils sont saturés. L'Amérique, vous allez n'importe où, ils sont saturés. C'est nous qui sommes encore vierges. Tout est à faire chez nous. Tout est à faire chez nous. Donc, je ne vais pas parler de politique, mais ce que je vous ai dit, pour que les jeunes restent à la maison, aller au travail, venir à la maison, il faut les occuper. C'est important. Au lieu de prendre des cartes téléphoniques, il faut les occuper avec des métiers. Donc, je vous dis merci. C'est un sujet important. Et comme je disais, on a un plan. On est en train de travailler avec un pays, un pays qui n'est pas, disons, un pays de l'Afrique centrale. Donc, on est en train d'écrire un projet. Voilà, on attend d'abord que c'est OK. Voilà. Mais sinon, on pourra prochainement développer comment on va créer l'emploi. Moi, je crois qu'on peut créer l'emploi parce qu'on n'a pas l'argent de donner 5 millions à 5 millions de jeunes pour dire allez-y faire business. Parce que si tu prends 1 million de jeunes, tu les donnes 5 millions, aucun pays n'a cet argent en Afrique de l'Ouest. Voilà, parce que c'est plus que notre budget national. Donc, et souvent quand le gouvernement dit nous donnons de l'argent pour supporter les projets, c'est une manière aussi indirecte de dire aux jeunes que nous n'avons pas la solution de votre emploi. Pourtant, c'est simple. C'est assez simple, mais prochainement, nous allons expliquer et comment. Mademoiselle Dia, je vous dis merci. Je dis merci à la télévision, Pendi. Et je dis merci à tous vos collaborateurs. Et c'est un plaisir pour moi. Et c'est une série d'interviews. Alors, il n'y a pas de problème, nous allons le faire. Et puis bon, j'ai demandé à des amis, à M. Wahab Baouchi, de se prêter à vos questions parce que c'est... Bon, je ne sais pas si... Il ne m'a pas donné... Il ne m'a rien dit encore, mais j'ai demandé puisque c'est des gens qui sont beaucoup qualifiés et qui ont beaucoup de choses à nous donner. Et surtout, je souhaite que son pays même d'origine, l'Algérie, n'a qu'à l'appeler de l'entrée à aller aider son pays. Ça, c'est important parce que c'est comme c'est du gaspillage. Ces grands cerveaux sont là. Hein, et il faut les donner la chance. Il faut les dire de rentrer au pays, aller aider nos pays. Voilà. Donc, même, pourquoi pas le Sénégal, pourquoi pas la Côte d'Ivoire. Appelez-lui, aller dire, voilà. Donc, ils sont nombreux comme ça. Ils sont nombreux. Et puis, bon,
Et comme je dis, on n'a qu'à avoir confiance à notre jeunesse et à nos jeunes, parce que si nos pays doivent s'engager n'importe où, chercher dans le secteur qui est là-bas. Voilà. Vous allez en France, vous voulez faire ça, allez chercher dans le secteur qui est là-bas, qui peut vous apporter. Et puis bon, même si ne reste que être superviseur, c'est important pour moi, puisque je sais, et quand je vais travailler en Asie, je sais ce qui se passe. Voilà. Tu vois, vous avez un garde de corps. Quand je dis un garde de corps, vous allez rester avec quelqu'un tout le temps. Vous n'allez rien faire pour dire que oui, que vous finissez. Alors, lui n'a pas compris. Donc, nous allons adopter le même système, puisqu'on est tous des êtres humains. On réfléchit de la même façon. On a des cerveaux sont de part et d'autre. Donc, je pense que c'est la balle, la clé de notre succès. Donc, sur ça, je vous dis merci et de m'avoir invité et prochainement. Merci beaucoup, Moussa Diabaté, de votre disponibilité surtout. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe de la Pindi TV et de la 2N TV Londres. Merci et à la prochaine fois sur une nouvelle émission. Merci beaucoup.